Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, je suis très heureux, moi, Perico Légas, petit élève, lecteur de Marcel Pagnol, de recevoir Nicolas Pagnol, le petit-fils de Marcel, fils de Frédéric, donc petit-fils de Marcel Pagnol et de Jacqueline Bouvier. Nicolas Pagnol témoigne, j'allais dire, de l'œuvre de son grand-père. Nous allons parler avec lui de cette époque, de cette certaine idée de la France, de cette sociologie, de cette culture. Oh, la littérature de Pagnol, elle a bercé tous les élèves, et moi, je sais que j'ai appris à lire le français, j'ai appris ce qu'était la France, j'ai appris ce qu'était l'âme française, avec, bien entendu, La gloire de mon père, Le château de ma mère. N'oublions pas Le temps des secrets. Bien entendu, au cinéma, la trilogie marseillaise, Marius, Fanny, César, et puis Topaz, les autres films, La fille du puisatier. Voilà, toute une époque, j'allais dire, une vision de la France à laquelle on s'accroche, dont on voudrait la continuité, qui est malmenée, qui se bat pour survivre, mais aujourd'hui qui est portée encore dans les livres, heureusement qu'on a là, par cette littérature de Marcel Pagnol qu'on encourage à redécouvrir, qu'on encourage à vivre. Il faut s'en imprégner pour comprendre quelle époque et en quoi la France à l'époque était un rêve, et pourquoi il y avait eu cette conscience de collectivité, de culture, de société. C'était ça la République, et Marcel Pagnol est un des descripteurs de la République que nous aimons, à laquelle nous sommes attachés. Nicolas Pagnol, merci d'être aujourd'hui à l'antenne de Sud Radio. Vous nous apportez ce souffle de la mémoire de Marcel Pagnol. Aujourd'hui, vous vous battez pour préserver c'est un patrimoine. Est-ce que ce patrimoine se porte bien, ou de temps en temps il a des signes de faiblesse? Tout d'abord, merci de me recevoir, et c'est toujours pour moi un grand plaisir de parler de l'œuvre de mon grand-père, de ce qu'il peut représenter aujourd'hui. Donc oui, j'administre le patrimoine de mon grand-père, qui est encore très vivant dans la mémoire des Français, ou à l'étranger. Alors il se passe des choses magnifiques. Là, hier soir, j'étais à la 100e de la représentation de Marius au théâtre du Ranelagh. La pièce de théâtre. N'oublions pas que c'est des pièces de théâtre, d'abord la trilogie. Oui, ensuite, Marcel Pagnol les met en cinéma. Exactement. Donc la 100e de Marius, mis en scène par mon ami Jean-Philippe Daguerre. C'était plein. À chaque fois que nous organisons des événements, eh bien c'est à guichet fermé. Toutefois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça parle à une génération plus qu'à une autre, peut-être que les toutes dernières générations. Voilà, mon grand défi est de passer cette œuvre aux nouvelles générations, aux générations futures. J'ai l'impression que nous sommes sur une rupture civilisationnelle aujourd'hui, où on fait table rase du passé, on veut un homme nouveau, on veut de nouvelles morales, une espèce de révolution culturelle qui s'opère en Occident. Et moi, mon rôle, en tout cas en passant cette œuvre, c'est aussi de nous inscrire dans une continuité, dans cette belle continuité de l'universalisme de la République française, de sa diversité, de son dynamisme. Pagnol nous parle bien souvent de petites gens, mais de petites gens libres, de petits commerçants, de paysans. Alors aujourd'hui, c'est très très important en plus. Et il nous dresse le portrait d'une France plurielle dans sa composition culturelle. Les Bretons à l'époque, on peut parler de diversité. Et bien sûr, avec des diversités qui avaient gardé leur identité régionale et tradition. Exactement, mais Pagnol est un universaliste parce qu'il écrit en français et non pas en provençal. Est-ce qu'il le parlait? Je pense qu'il le parlait. Il parlait très bien le provençal. Oui, il parlait malgré le fait qu'il soit fils d'un instituteur, Joseph, dont on voit bien la rigueur républicaine, mais à l'époque, la République respectait la diversité culturelle locale. Du tout. Alors pas à l'école. Pas à l'école, non, je dis c'était dans la réalité. Et l'école, au contraire, les hussards noirs étaient là pour réprimer ceux qui ne parlaient pas le français. Et exactement, mais Marcel étant un grand latiniste, c'était très facile pour lui de parler le provençal, et puis son grand-père, André Pagnol, qui était tailleur de pierre, parlait le provençal et quasiment pas le français. Donc il le parlait très bien, il le comprenait sans aucun problème. Il a décidé d'écrire en français pour justement apporter cette culture au monde. C'est l'inverse du Félibrige, c'est l'inverse de Mistral ou Daudet, qui eux écrivaient en provençal, même si Mistral ensuite a traduit ses œuvres et a eu le prix Nobel en 1904. Le Félibrige. J'ai gravé dans ma mémoire là beaucoup de phrases, notamment la dernière phrase du château de ma mère, l'enterrement, qui est une phrase. Mon épouse me la relisait ce matin de mémoire, lui disant que je vous recevais, et moi je vis tous les jours avec. Je suis né à Aubagne sous le Garlaban.
au temps des derniers chevriers. Et je me dis toujours, où est-ce que je suis né, où sommes-nous nés, sous quelle montagne, et au temps des derniers quoi, qu'est-ce qui reste? Et aujourd'hui, vous savez qu'on se bat pour savoir les derniers artisans. On va dans des villages qui sont totalement désertifiés dans le centre de la France. On voit des commerces d'artisans avec vendus, loués, à vendre. Cette France, bon, elle n'est certainement plus qu'est-ce qu'elle s'était. Il y a pourtant des oasis en France, peut-être en Provence, quelque part, où on préserve la culture de Giono, la culture de Pagnol, où on recherche à revivre. Et quand je vois Marseille qui est totalement métamorphosée, mais quand je traverse la ville, je suis ravagé de chagrin parce que je la connais, je l'aime. De temps en temps, vous tombez sur des endroits où il y a encore Marcel Pagnol qui est là et qui raconte une histoire. Oui, il y a encore cette identité traditionnelle qui existe dans toutes les régions de France. Dans toutes les régions de France, je crois qu'elle est surtout mise à mal. Et Marcel, d'ailleurs, avait fait un petit texte que j'ai retrouvé où il dit le problème, c'est que les politiques n'aiment pas les indépendants. Ils veulent des trusts, ils veulent des grands groupes parce que l'indépendant n'est pas rentable financièrement. Ils veulent des choses formatées. Voilà, des choses formatées. Et donc, une fois que les prix seront fixés par les grands groupes, eh bien, les indépendants mourront parce que ce n'est plus le producteur qui fixera son prix, mais le grand groupe qui aura la main sur le prix d'achat. C'est le drame des producteurs de lait français. On les paye une fois que le prix est fixé et en fonction de ce qu'on a envie de leur payer. Partout. Et donc c'est pour ça que nous avons une disparition, d'après Marcel en tout cas, des petits paysans qui sont remplacés, leurs petites exploitations sont remplacées par de grandes exploitations financières en définitive. Et c'est de ça dont nous souffrons, je crois. C'est tout à fait. Sauf que Marcel Pagnol nous donne les clés, j'allais dire, d'une pérennité de la mémoire, de cette transmission. On voit bien qu'il est lui-même le fils d'un instituteur extraordinaire. Il apprend à lire, son père se rencontre, il le raconte dans la gare de mon père. Comme il attend son père, il est au fond de la classe et il a appris à lire tout seul à une époque où on n'avait pas la méthode globale. C'était encore la méthode syllabique et c'est pour ça qu'il apprend à lire tout seul. L'école est malade aujourd'hui par rapport à celle de Marcel Pagnol. Bien sûr que l'école est malade par rapport à celle de Marcel Pagnol parce que Marcel, c'est vraiment l'élève type de l'école de la Troisième République avec le roman national. Est-il vrai, est-il faux? C'est pas tant le problème. Le roman national permet d'avoir une communion autour d'un récit, une identité. Voilà, une cohésion qui permet d'avancer. Et Marcel, c'est ça, et c'est la grande culture, c'est la culture des classiques. On n'essaie pas de réinventer quoi que ce soit. On se base sur le savoir des anciens. On respecte le professeur et on étudie ce qui a déjà marché. L'aventurisme dans l'éducation, c'est toujours très dangereux parce que c'est très difficile de construire une société intelligente et cultivée. C'est très facile de descendre, mais pour la remonter, c'est bien plus compliqué. Et Marcel est issu vraiment de cette école de la Troisième République qui mise sur l'éducation des classiques, qui est peut-être aussi très très sévère quant à leur... Il y avait le certificat d'études. Bah oui, bien sûr, il y avait le certificat d'études qui valait réellement quelque chose. Avoir son certificat d'études, c'était pas rien. Un certificat d'études d'il y a 30 ans vaut peut-être un peu plus que le bac d'aujourd'hui. Enfin, je fais cette caricature, mais c'est ce que l'on dit. Et Marcel aussi, je pense, est un enfant de l'ascenseur social. C'est-à-dire que c'est une époque où le travail paye. Il avait une très belle phrase qu'il a écrite dans un livre qui s'appelle Cinématurgie de Paris, où il dit « J'ai eu la chance de faire du cinéma à une époque où la nation n'appartenait pas encore à l'État et où le citoyen, seule source de richesse et de création, était libre tant que sa liberté n'empiétait pas sur celle de son voisin. » Donc les choses étaient très claires. Autrement dit, un vrai libéralisme. Mais c'était un vrai libéral. Oui, c'était un vrai libéral. Il défend dans son œuvre les petits commerçants, les petits artisans, mais il n'est pas dupe non plus. Il y a aussi des confrontations sociales, notamment, vous avez parlé de la fille du puisatier dans votre introduction. Bien sûr. Quand à Moretti, Rému, le puisatier, va voir Charpin, le riche quincailler de la ville, et qu'ils ont un différend sur la paternité de la fille du puisatier, et Rému va dire à Charpin, maintenant je sais qu'il faut se méfier des gens qui vendent des outils et qui ne s'en servent pas. Donc voilà, c'est pas parce qu'on est libéral qu'on est antisocial chez Pagnol. La communauté, c'est une communauté de valeurs, et les valeurs, c'est l'honnêteté, la fidélité, le travail.
Cette scène bouleversante témoigne de la fracture sociale de l'époque, avec en plus un mépris de classe évidemment, avec la fille qui a été engrossée par le fils et la famille qui refuse de reconnaître cette réalité. Marcel Pagnol n'a pas d'idéologie particulière, c'est un démocrate, c'est un républicain, c'est un démocrate, c'est un humaniste surtout. C'est un humaniste, démocrate, républicain, qui croit en l'individu, qui croit en la liberté de l'individu, en la création, dans le travail, mais j'ai envie de dire, il est à l'image de son époque. Bosseur en plus, hein. Bosseur, oui, ça, bosseur, énormément bosseur. Il a tout créé lui-même. Oui, ses laboratoires, ses studios, il était auteur, réalisateur, producteur, patron de studio, il avait un magazine de cinéma qui s'appelait les Cahiers du film. Que vous avez repris, je crois, Non, j'ai pas repris le magazine, non. Mais j'ai repris la société de production familiale. Oui, c'était un bosseur, un novateur, féru de nouvelles technologies. C'est lui qui va défendre le cinéma parlant dès 1930 avec l'arrivée du cinéma parlant. Il faut bien vous rendre compte que le succès de Marius au cinéma, alors que tous les producteurs du muet ne croient pas dans le cinéma parlant, le succès de Marius au cinéma, produit par Paramount, va sauver Paramount Monde de la faillite après la crise de 29. Bien sûr. C'est pour vous dire le rayonnement de son œuvre, mais qui s'appuie sur le développement d'une nouvelle technologie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il serait passionné d'IA. La nouvelle technologie fait toujours peur. Et lui n'aurait pas peur. Nous sommes avec Nicolas Pagnol. Si vous avez lu Marcel Pagnol, alors je parle à nos auditeurs du Midi de la France qui sont très nombreux. Si vous avez des souvenirs, s'il y a des Marseillais, la trilogie marseillaise, appelez-nous. Dites-nous vos souvenirs, ce qui vous a marqué. Dites-nous ce que représente pour vous Marcel Pagnol et son œuvre. Et si vous êtes encore attaché à cette vision de notre société, on se retrouve. Vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra vos appels et transmettra votre question. À tout de suite. Disponible. Conditions sur Volkswagen.fr. Pensez à covoiturer. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit avec beaucoup d'émotion Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel Pagnol, parce que j'ai été bercé par cette littérature et que ces textes, ces images qui sont en moi servent et continuent à servir de repères et d'objectifs, parce qu'on aimerait bien retrouver ce monde. Alors il n'est pas totalement disparu, mais pourtant on sait qu'il y a des aspects de la société française qui nous inquiètent, et je dis souvent que pour me rassurer, je relis de Marcel Pagnol. Vous-même Nicolas, vous vous êtes imprégné de cette littérature, vous avez lu et relu, vous avez réfléchi, même on était en train d'évoquer à l'instant, il y a peut-être des dimensions philosophiques quelquefois dans la littérature de Pagnol. Oui, il y a des dimensions philosophiques sur la paternité, sur la maternité, sur l'amitié, la réussite, le pouvoir de l'argent, par exemple, dans Topaz. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le reniement de nos valeurs pour l'enrichissement, le rapport à Dieu aussi. Nous venons de publier aux éditions Fayard les sermons de Marcel Pagnol. Alors c'est tout de même assez... Il était croyant ou non? Non, pas du tout. Mais votre arrière-grand-père est anticlérical, Joseph instituteur. Votre arrière-grand-mère est plutôt chrétienne, elle. Tout à fait. Bon, alors non, Pagnol pas croyant, mais avec une connexion évidente. Un être peut-être supérieur. Il perd sa mère très jeune, Marcel, il a 15 ans, et ça m'est arrivé aussi. Il a dû forcer, peut-être, comme moi, se réfugier à un moment donné pour trouver une justification à peut-être se réfugier vers Dieu ou le rencontrer, je sais pas, mais en tout cas, le fait d'avoir écrit ces sermons n'est pas une preuve qu'il était croyant. Il écrit ses sermons parce que, à l'époque, quand on exposait le problème, tout le monde venait à l'église du village pour en discuter, puis les deux grands de figure du village, c'est l'instituteur et le curé. Mais à la lecture de ces sermons, on sent que quand même il y a quelque chose. Et puis à la fin de sa vie, il se fera confesser par son ami, le père Norbert Calmels. Oui. Et il dira à ma grand-mère, je me sens meilleur, je me sens plus propre. Voilà, c'est pas une psychanalyse, c'est une confession, oui. Mais on se purifie un petit peu l'âme. La France de Marcel Pagnol, elle est quoi? Elle est la France du mérite républicain, oui. Elle est la France du sens du travail, oui. Du sens du devoir. Une famille, pourtant une famille rationaliste. Alors, il y a peut-être effectivement une condition féminine qui est encore un petit peu en recul. Pour autant, il y a beaucoup de tolérance, beaucoup de respect les uns envers les autres. La condition féminine dans l'œuvre de Marcel Pagnol est très présente. C'est la femme qui fait avancer la société.
ça plairait énormément aux féministes d'aujourd'hui qui parlent beaucoup de patriarcat. Bien sûr. Effectivement, c'est une société très patriarcale, et dans l'œuvre de Marcel, c'est la femme ostracisée parce qu'elle a fauté qui, en fin de compte, fait évoluer la société et les mentalités. Marcel, oui, c'est... Comment dire, cette société respectait les différences des autres, mais dans le respect d'eux-mêmes. C'est celle qui permettait l'intégration, nous sommes bien d'accord. Tout à fait, l'intégration, vous n'avez aucune différence d'un homme ou d'une femme à l'autre, seul le mérite vous permettait d'avancer. C'est l'universalisme français du 20e, quoi. Et il le relate de façon très simple et très accessible, parce que pour lui, c'est son quotidien. C'est la réalité de la sociologie française qu'il décrit là, dans ce sens. Oui, une société qui semble plus simple. Je ne sais pas si elle était vraiment beaucoup plus simple, mais il y avait des tensions, il y a encore un petit peu de lutte des classes. C'est bien sûr. Clair, il y a le Front populaire en 37, il y a la cagoule, tout ça. Bon, ça se tape dessus quand même assez régulièrement en France. Mais en campagne, c'est beaucoup plus simple. Il faut bien dire qu'à l'époque, il y avait je ne sais combien de millions de paysans en France, donc une société agraire avec des hommes vraisemblablement plus humains, parce que le rapport à la terre, je crois, nous rapproche de notre humanité bien plus que le rapport à la terrasse des cafés ou le rapport urbain, quoi. On sent bien d'ailleurs dans le château de ma mère que la famille Pagnol, ce sont des citadins de Marseille. Ils prennent le tramway et ils découvrent un univers qui est carrément, j'allais dire, exotique presque, avec ce paysage de cette montagne autour d'Aubagne à Allo, avec la ferme des Bastilles Neuves. Et on sent bien qu'il y a une découverte du petit garçon de la ville qui découvre la campagne. Nous avons Olivier qui nous appelle, figurez-vous, de Cavaillon. Alors je ne sais pas si on a goûté des melons, mais enfin on a une connotation pagnolienne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier, bonjour à vous deux. Est-ce que vous êtes lecteur vous avez été lecteur de Marcel Pagnol? Oui, j'ai été lecteur de Marcel Pagnol, j'avais 10-11 ans, j'ai lu les trois premiers, Le temps des secrets, parce que j'avais le même âge à peu près que lui quand il écrit, oui. La gloire de mon père et la chose de ma mère, et plus tard après Jean de Florette, et j'étais passionné de lecture déjà, et de Marcel Pagnol, et Jules Verne, j'étais les deux. Et en fait, j'étais un Vauclusien, donc j'étais à 100 km de Marseille, le hasard a fait que j'ai fait la fac des sports à Marseille, donc j'habitais pas très loin, à Aubagne. Et puis après, j'ai été prof d'éducation physique à Aubagne, en habitant Lascours, Roquevert, donc tous les vous êtes en plein territoire pagnolien, voilà. Ouais, je suis dedans, ouais. Qu'est-ce que vous inspire cette littérature? C'est une époque révolue ou vous continuez encore à la vivre quelquefois? Ouais, c'est un peu révolu, mais après, quand on habite dans le coin, dans les collines, etc., il y a encore tous les gens qui sont passionnés par les balades dans les collines. Moi, je suis pas chasseur, mais il y a toujours les chasseurs, la chasse à la grive, etc. Et puis l'instit, et puis la figure du village qui était l'instit à l'époque avec le curé, c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un truc qui est un peu passé, mais voilà, qui nous rappelle nos valeurs et notre culture de base, nos racines. Et moi, ce qui m'avait marqué, je disais à votre standardiste, c'est la lecture de cette phrase qui est attribuée à Pagnol, mais qui n'est pas de Pagnol. C'est ils ne pensaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Qui était, je crois, que de Mark Twain ou de tout à fait, Mark Twain. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré après, pendant mes études et tout le temps, par rapport à l'imaginaire, à la passion, à la famille, à la culture. Aux valeurs de base, quoi. Vous êtes enraciné dans votre territoire, vous êtes peut-être pas d'origine provençale, mais vous vous sentez aussi provençal en plus de citoyen français. Moi, je suis provençal d'abord, français après et français s'il en reste, comme disent les Malouins. Donc, je suis vauclusien au départ et provençal après et français s'il en reste. Mais ça vous empêche pas d'être un excellent français, même en considérant qu'on peut être breton. Moi, je suis basque, voilà, les Alsaciens sont basques, sont alsaciens d'abord, les basques, mais on fait des bons citoyens français parce qu'on aime vivre ensemble. On est en plein dans l'esprit Pagnol, là, Nicolas. Oui. Mais on est à 100% dans l'esprit Pagnol. Parce que monsieur nous parle Olivier de Cavaillon. Olivier de Cavaillon. On dirait un personnage, c'est pas Olivier de Cavaillon. Il y avait Lily Desbelons et là on a Olivier de Cavaillon. Il nous parle de choses simples, il nous parle de la chasse à la grive, les balades dans les collines, et puis je ressens aussi un amour de l'enfance perdue, l'enfance idéalisée. Qui nous manque terriblement aujourd'hui et qu'on a envie de transmettre aux nôtres, à nos enfants. Oui, une enfance qui, moi, me semble beaucoup plus simple que celle que vivent nos enfants aujourd'hui, beaucoup plus innocente. D'ailleurs, quand on fait relire, quand on fait lire pour la première fois à des adolescents, ils vous disent, mais c'est un monde, on dirait que c'était hier.
que c'est pas si loin que ça, parce qu'ils sentent bien qu'il reste des humeurs, j'allais dire des propensions à vouloir partager cette lecture de la nature, à partager ces émotions de la scène de vacances en famille, et il y a une nostalgie permanente qui est dans la lecture de Marcel Pagnol. Ah oui, il y a une nostalgie, mais au-delà de la nature, les souvenirs d'enfance, par exemple, la gloire, le château, le temps des secrets, le temps des amours, ce sont des livres initiatiques. La gloire de mon père, c'est le livre initiatique du passage à l'adolescence où on s'aperçoit que son père n'est pas Dieu. Mais c'est aussi le livre initiatique de la paternité, comment devient ton père. Et puis le château de ma mère, c'est le livre initiatique de l'amitié. Et tous les enfants du monde entier se posent les mêmes questions sur leurs parents, sur leurs amis, sur l'amour. Et c'est de ça dont nous parle Marcel. Et la Provence n'est que le théâtre de cette enfance qui est totalement universelle. Mais quel théâtre, parce que la Provence est pour moi, je pense, l'un des plus beaux endroits du monde. Olivier, il vous arrive de partager justement ces émotions pagnoliennes avec des amis, avec votre famille, avec des enfants? Oui, on est tous bercés dedans. De toute façon, mon père était, on l'appelait Jean de Florette, il ressemblait beaucoup à Yves Montand, donc il avait l'accent, il avait la posture, etc., etc. Donc on était bercés là-dedans, même en étant dans une région juste limitrophe, parlant provençal aussi, notamment, etc. Et quand on vous écoutant parler, en fait, je me disais que c'est vrai que moi j'ai vécu ça, c'est-à-dire que la liberté totale quand tu es enfant et que tu passes des journées dehors dans la colline et qu'en fait il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas le numérique, il n'y a pas le téléphone, etc. Et vraiment, tu te confrontes à la vraie vie. À la vraie vie, à la liberté surtout. On peut même se faire peur quelquefois de se perdre et de plus avoir de repères. On n'a plus de... Ouais, mais c'est bon, voilà, c'est le village gaulois, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, et au contraire, le risque, c'est d'apprendre de la vie, de la nature, des animaux, et voilà, le fait qu'il est un petit peu beau et qu'il est un peu dommage de l'avoir perdu un peu. Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Merci pour ce témoignage, Olivier. Vous aussi, auditeur de Sud Radio, si vous avez lu Marcel Pagnol, si vous connaissez cette histoire, ce territoire, ou même si vous avez envie de parler de la trilogie marseillaise et toutes les valeurs que ça suppose, appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso prendra votre question et votre appel. À tout de suite. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger, midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Et oui, vous êtes bien sur Sud Radio et on est encore mieux aujourd'hui parce que je reçois Nicolas Pagnol. Surtout, appelez-nous, lecteur de Pagnol, amis provençaux, marseillais, du sud de la France, mais même du nord, parce que Marcel Pagnol se lie à Strasbourg, à Lille et à Brest sans aucun problème. Je reçois, vous l'avez compris, Nicolas Pagnol, et nous essayons de retracer une certaine époque, une certaine idée de la France quelque part, en parlant de ce formidable artiste, écrivain. Non seulement Marcel Pagnol a écrit des romans et des textes prodigieux. C'est un homme de théâtre, c'est un homme de cinéma, c'est un homme à tout faire. Comment se fait-il qu'il y ait cette pluridisciplinarité chez Marcel Pagnol et qu'à chaque fois ça donne quelque chose qui tient la route? Il sait écrire, il sait jouer, il sait filmer. À mon avis, c'est quelqu'un qui devait s'ennuyer assez rapidement. Comme tous les gens excessivement intelligents, je considère mon grand-père comme un des plus grands génies du XXe siècle. C'est assez prétentieux. On disait au niveau de l'industrie cinématographique, il est le Charlie Chaplin français, au niveau des concepts, au niveau des technologies, de l'indépendance. Le nom de sa société, les artistes associés, voilà. Oui, voilà, comme United Artists de Chaplin. Et puis Chaplin, il y a une collusion entre les deux personnages de ce génie qui passe en permanence. C'est la fusion permanente dans leur cerveau. Il y a une volonté de liberté. Il y a une volonté de liberté, de ne dépendre de personne. Voilà, de ne pas dépendre d'un producteur, d'un distributeur ou de quoi que ce soit, de tout faire soi-même pour pouvoir faire une œuvre et non pas des produits, des films. Pagnol a fait une œuvre au cinéma. On voit deux images, on sait que c'est du Pagnol. Il n'y a pas à discuter, on le voit tout de suite. Et puis un talent d'écriture, surtout, je pense que c'était un fin connaisseur de l'âme humaine, des relations humaines. Et l'art dramatique, c'est ça. C'est créer des personnages crédibles qui existent tout de suite aux yeux des spectateurs. L'art du quotidien mis en littérature avec des sentiments simples, directs, et on se dit mais nous avons tous vécu ce genre de situation, ce genre d'émotions, de sensations. On a l'impression de les avoir vécues. Il les raconte comme si c'était là. C'est ça. Il vous prend par la main, il vous raconte une histoire, Marcel. Il n'essaye pas de réinventer l'art.
Hein. Il s'inscrit vraiment dans cette grande tradition orale provençale que lui va mettre par écrit. Mais c'est Fernandel qui disait à Marcel, tu n'es pas un écrivain, tu es un parleur qui écrit. Et il le colorie, évidemment, il donne une couleur, il donne un son, il donne une couleur, j'allais dire même un parfum. C'est ça, oui, ce parfum provençal. Parce qu'il est profondément provençal, Marcel. C'est l'amour de sa vie. D'ailleurs, quand il arrive devant le Garlaban, il dit, je sentis naître un amour en moi qui durait toute ma vie. Enfin, sur les collines, quoi, à la Bastide Neuve. C'est son univers. C'est sa muse. C'est sa muse. Et un paradis quelque part. Bien sûr. Donc un talent, un amour, une proximité avec son public, et surtout, je pense que c'était quelqu'un de très humble. Il ne se considérait pas comme un grand artiste. Il écrira d'ailleurs « L'auteur fait des œuvres sans rien y comprendre, comme le figuier fait des figues ». Voilà. Donc il n'essaye pas de révolutionner quoi que ce soit pour se mettre en avant et prouver qu'il est plus intelligent que les autres. Il nous prend par la main, il nous accompagne dans ses histoires avec le cœur. Nous avons Marie-Christine qui nous appelle... il faut que je mette mes lunettes. Marie-Christine qui nous appelle d'Evry. Vous voyez, on n'est pas en Provence, on est dans l'Essonne, et pourtant, ça n'empêche pas de dire du Marcel Pagnol. Marie-Christine, vous êtes une lectrice de Marcel Pagnol, ou dans votre jeunesse, est-ce que vous avez lu Le Château de ma mère ou La gloire de mon père? Oui, mais j'ai fait mieux que ça. C'est un témoignage d'admiration envers ce grand homme, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. C'est lui. Grâce à mon professeur d'art dramatique de l'époque, René Simon. Professeur d'informatique, hein. Oui. Non, d'art dramatique. D'art dramatique, pardon. Les cours Simon, les cours Simon. Les cours Simon, les fameux cours Simon. À l'époque, c'était le summum. Qui ont formé beaucoup de grands acteurs, qui ont formé les cours Simon. Tout à fait. Sauf moi. Voilà, mais c'est pas grave. Hein, je sais pas. Donc, je disais, René Simon m'a amené ses Pagnols. C'est Monsieur Pagnol, et je crois que c'était un hôtel particulier qui était à côté de l'Arc de Triomphe. Et, à Paris, donc, bien sûr. Oui, bien sûr. Et durant tout l'entretien... Quel âge aviez-vous? Quel âge aviez-vous? Une vingtaine d'années. Vous étiez très impressionné devant le personnage ou non? Absolument. Bien sûr, imaginez. Et donc, j'étais tout le temps de l'entretien, j'étais devant une fenêtre qui donnait sur un jardin avec des fleurs, et également une table ronde recouverte d'une nappe en soie où il y avait une quantité de tortues. Oui. Il y en avait même, qui montaient, parce que sa femme aimait beaucoup les tortues. Mais des vraies tortues? Non, d'accord. Non. Vous disiez qu'il montait, c'est pour ça. Oui, il collectionnait voilà, des statues ou des objets en forme de tortue. Vous avez pas. Je crois que c'était sa femme. C'était ma grand-mère. C'était Jacqueline Bouvier. Oui, ce que j'avais dit. Il vous a reçu comment? Il vous a parlé? Vous avez évoqué sa littérature ou des souvenirs? Il n'a pas beaucoup, non, il ne s'est pas beaucoup adressé à moi. Surtout regardé. Je pense que peut-être Simon voulait son avis par rapport à moi, mais non, il a surtout l'entretien, c'était surtout entre Simon et lui, voilà. Et non, en fait, non, sûrement, j'ai dû dire 2-3 mots, quelques phrases. Vous avez senti du charisme dans le personnage ou non? Il y avait quelque chose qui s'est dégagé de sa personnalité. Une très grande gentillesse. D'abord, vraiment un homme charmant et qui certainement, il a une façon de me regarder qui à travers moi. Vous voyez, j'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai pensé que Simon m'avait amené chez lui. Il a émis un jugement intérieurement dont il a partagé certainement à Simon après. Vous voyez, mais je pense qu'il avait cette faculté de deviner au travers des êtres. Je pense que son fils pourra peut-être le dire ou quoi. Son petit-fils. Son petit-fils. Son petit-fils. Et il avait une grande... Oui, il a dit ma grand-mère. Il avait une très grande gentillesse. C'est ça qui m'a frappé vraiment en plus de ça. C'est la gentillesse des grands hommes, hein. Merci pour ce témoignage, bien sûr. Merci Marie-Christine. C'est important parce que pour Nicolas d'entendre quelqu'un qui a rencontré son grand-père de visu, puisque lui ne l'a pas connu, ça correspond un petit peu à l'idée qu'on se fait du personnage ou non, ce que Marie-Christine nous explique. Tout à fait.
Un homme d'une grande gentillesse, d'une grande acuité. Il faut savoir qu'il a aidé Michel Simon, Simon à monter le cours. Le cours Simon. Il y avait deux cours, il y avait le cours Simon, le cours Florent, qui étaient des cours où sont sortis beaucoup de personnalités. Et oui, d'une grande acuité sur les autres. Oui, il doit avoir un jugement assez rapide, ayant fréquenté tellement de personnes et de personnalités incroyables. Différentes, il devait assez vite piger qui était qui. Je suis très très touché par ce détail des tortues, parce que bien sûr j'ai habité dans cet hôtel particulier. J'ai accompagné ma grand-mère jusqu'à son départ quand elle est tombée malade. J'étais habité avec elle et je vois très bien cette table où elle est positionnée. Je vois très bien tous ces petits bibelots. Et chaque année avec mon frère on lui offrait on rajoutait à cette collection. Marcel était le même avec les puissants ou avec les petites gens. Il était ami avec aussi bien. Il était accessible à tout le monde. Mais on le sent dans sa littérature, on le sent dans le cinéma. La trilogie marseillaise, il a il a un amour pour sa ville. Il cherche à envoyer un message. Il aime la sociologie marseillaise. Il veut la garder telle qu'elle est. Quand il fait cette trilogie Marius, Fanny, César, on sent qu'il veut faire un tableau d'une société à laquelle il tient et dont il veut rire, dont il veut montrer à la fois le tragique et le comique. On sent qu'il est attaché à cette personnalité de la ville de Marseille. Oh oui, il aimait sa ville. D'ailleurs, dans la préface de Marius, il dit: c'est après 5 ans de vie parisienne que je me suis aperçu que j'aimais Marseille, car bien souvent, l'absence vous révèle aux amours. Bien sûr. C'est une déclaration d'amour à sa ville, à son petit peuple joyeux, comme il l'appelle, aux fraîches marseillaises, aux éventaires de coquillages, à ce verbe haut, à cette mentalité sudiste où on se dit des choses terribles et puis ensuite on se rabiboche. Ça peut nous faire penser aussi à la relation que Marcel a eue avec Rému. Alors j'allais vous le dire, Rému incarne, ils étaient faits pour se rencontrer, Rému incarne l'âme pagnolienne. Marcel Pagnol, de lui, c'est un orgue. L'orgue de sa voix. Et la présence. Bien sûr, la présence. Et tout de suite, il a voulu que Rému interprète le rôle de César au théâtre dès 1929. Marcel avait déjà eu un très très grand succès avec Topaz, qui n'est absolument pas une pièce marseillaise. Bien sûr. Donc il s'aperçoit qu'il aime Marseille parce qu'il habite à Paris et que sa ville lui manque. Il écrit Marius et tout de suite il va proposer à Rému de prendre le rôle de Panis. Au début, c'est le rôle de Panis. Voilà, puis Rému va dire non, moi je veux être le patron du bar. Qui est joué par l'acteur. Voilà. Charpin, c'est le nom de l'acteur. Voilà, Charpin, oui, il dit Charpin est moins connu que moi, donc moi, je veux que la pièce se passe chez moi, je veux jouer le rôle de César. C'est pas à Monsieur Rému d'aller chez Charpin, c'est à Charpin de venir chez Rému. Voilà. Alors tu m'écris quelques phrases de plus et je te ferai quelque chose. Et oui, et c'est une rencontre incroyable, Pagnol et Rému. C'est un couple cinématographique inédit, peut-être Ford et John Wayne, qui sont indissociables. Et Pagnol, Rému, c'est la même chose. Et Pagnol écrivait pour Rému parce qu'il savait exactement à quel moment il allait moduler sa voix de telle manière. Il connaissait la personnalité de son Jules Auguste Murer, oui. Et Rému est l'inversion de Murer en Rému, qui est de Toulon. Donc là aussi, c'est un pays, si l'on peut dire. Et il y aura une fraternité, un respect mutuel et en même temps une complicité énorme entre les deux. Oui, une complicité énorme. Les deux hommes sont radicalement différents. Rému a arrêté l'école à 12 ans. Pagnol a fait de grandes études. Il traduit Shakespeare, il traduit Virgile, il traduit Goethe. Rému est un instinctif. Mais les deux sont réunis par un amour du théâtre. Et Rému a le pif, il a le nez. Il sait tout de suite si la pièce est bonne ou pas. Il sait quel rôle il veut. Le travail bien fait les réunit aussi. Et une démesure. Les deux ont une démesure d'ambition, une démesure de sentiment envers la vie, de vouloir manger la vie. Une soif de vie. Une soif de vie, oui. Nous sommes avec Nicolas Pagnol. Appelez-nous au 0826 300 300 si vous avez lu Marcel Pagnol, si vous avez connu cette époque, si vous en rêvez encore, ou est-ce qu'il y a des passages qui vous ont marqué. Vous nous appelez, Emmanuel Galasso attendra votre appel et on se retrouve avec Nicolas Pagnol dans quelques instants. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états.
Vous êtes bien sur Sud Radio et Perico Légas reçoit Nicolas Pagnol. Nous évoquons cette époque de rêve de cette France où tout le monde se rassemblait, cette France de la diversité, cette littérature où les enfants lisaient parce que les enfants ne lisent plus. Et Marcel Pagnol a accompagné beaucoup de générations dans cette initiation à lire des beaux livres, les grands récits. Nicolas Pagnol, la France aujourd'hui, on le disait au début de l'émission, elle ressemble pas tellement ou pas tout le temps à celle que votre grand-père Marcel Pagnol a connue, a aimé, celle qu'il a décrite. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui dans cette régression? Jean-Paul Brigelli, qui est un enseignant marseillais, a écrit La famille du crétin. L'école est malade. Si Marcel voyait ça, si votre arrière-grand-père Joseph voyait ce que c'est juste une inquiétude, vous pensez qu'il y a une chance de sursaut, quelque part, de préserver cette continuité, ou il y a un délitement quand même qui commence à devenir inquiétant? Je pense qu'il y a un délitement qui commence à devenir inquiétant, qui est dû sans doute en partie à l'éducation, mais aussi aux réseaux sociaux, au manque de concentration des enfants. Il y a un livre qui avait été écrit il y a quelques années, la génération poisson rouge. Oui. Ça veut dire que le temps d'attention sur un réseau social est de 5 secondes à peu près. Et les élèves aujourd'hui, ma femme est institutrice, on en parle assez régulièrement, les élèves aujourd'hui n'ont plus de capacité de concentration, n'ont plus de capacité d'analyse, et ils sont totalement livrés à toutes sortes de propagande, que cette propagande soit publicitaire, politique, historique, voilà. Et il me semble que l'autodétermination est en train de s'effacer, parce que l'autodétermination, l'esprit critique repose... De l'individu, là. Oui, de l'individu. Le droit de l'individu à s'assumer et à se développer. Exactement, et à prendre des décisions en pleine conscience, repose sur une éducation forte, sur des bases solides. Et un peu de culture. Et la culture, l'éducation. Un peu de connaissance générale. Est-ce qu'il y a un rebond possible? Oui, je le pense, parce qu'il y a tout de même des forces qui vont en ce sens. Maintenant, il est plus facile de descendre que de remonter. Je crois que ce sera assez dur. Il faut une volonté politique forte pour repartir sur des bases saines et puis faire en sorte que l'éducation redevienne de l'instruction. Quand on lit Pagnol, ce qu'on se dit, on a envie d'en faire un message politique. On veut pas... Il n'y a pas de problème de grand remplacement, même si peut-être ça peut se poser un jour. On ne rejette rien. Non. On veut juste la continuité de cet univers que Marcel Pagnol décrivait dans sa sérénité, dans sa tranquillité, dans cette continuité sociologique qui était celle de la vie française de tous les jours. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait aussi à l'époque, c'était une société beaucoup plus raide que la nôtre. Il fallait pas aller tuer qui que ce soit ou aller voler, parce que la sanction était très sévère et la société protégeait le citoyen. Sans assistanat pour autant. Voilà, sans assistanat pour autant. Donc, bon, on verra. Je reste confiant parce que la France est un très grand pays et je pense que le plus grand danger qui est face à nous, c'est celui du communautarisme. Et il faut bien comprendre que la France n'a pas vocation à être un pays anglo-saxon. Anglo-saxon, une vision à l'anglo-saxonne des communautés. La France est universaliste et chaque citoyen doit être égal à l'autre devant la loi, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance sexuelle, son orientation. La loi est la même pour tous et il n'y a pas à faire d'exception. C'est le sujet que nous évoquions avant votre arrivée avec Driss Galis sur le projet du président de la République de ce haut commissariat à la diversité et à la diaspora. Nous sommes en ligne avec Gisèle qui nous appelle d'Avignon. Vous voyez, on est reparti en terre provençale dans le comtat venessin. Gisèle, vous êtes également une lectrice de Marcel Pagnol ou est-ce qu'il a accompagné une partie de votre enfance? Eh bien, déjà, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Imaginez-vous que le hasard des choses, peut-être il n'y a pas de hasard, je me trouve près du lycée d'Avignon où j'ai été interrogée le jour de mon bac français sur Marcel Pagnol, sur le texte, j'essaie de me rappeler, je crois que c'était un de Beaumugne. D'accord. Et ensuite, il y avait eu un entretien avec le professeur qui m'examinait et j'avais eu une bonne note. Encore un bon souvenir avec Marcel. Je suis provençale de souche de génération en génération. Quelqu'un de la terre. J'ai également passé l'épreuve en candidat libre de Provençal, qui était l'épreuve facultative en vue du repêchage, si j'avais eu besoin du repêchage pour le bac. Vous êtes d'Avignon même, Gisèle? Non, je suis du pied du Mont Ventoux. À quel endroit? Vaucluse. À quel endroit? À Bédaride, par exemple, peut-être? Non, beaucoup
plus haut, je suis à Bedouin. Ah oui, à Bedouin, vous êtes carrément sur les flancs du Ventoux. Vraiment, à partir du départ de tous les cyclistes qui vont faire le géant de Provence. Et voilà. La littérature de Marcel Pagnol, vous vous souvenez de ce texte, évidemment, de l'examen. Est-ce qu'il y a un autre ouvrage qui vous a plus marqué, peut-être, qu'un autre? Oh bien, j'aime tout ce qui est Marcel Pagnol. Voilà. Vous vous reconnaissez dans cette société, dans cette philosophie? Tout à fait, même au-delà, parce qu'ensuite, je me suis mariée dans une famille au sud d'Avignon, très provençale, encore plus que moi. Est-ce que je peux vous demander votre nom de famille, Gisèle? Mon nom de famille? Oui. Ginoux. Ah ben vous êtes totalement, alors ça c'est vraiment un patronyme qui est propre à la Provence. Rien que votre accent et votre voix nous témoignent d'un passé et j'allais dire de valeurs qui ont été préservées, que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit. C'est touchant, Nicolas Pagnol, d'avoir le témoignage de Gisèle qui nous raconte qu'elle est encore restée fidèle à ses valeurs à cette époque. Oui, puis c'est touchant d'entendre madame nous parler de son bac, qui d'après ce que je peux comprendre ne remonte pas à hier. Non. Et elle s'est souvenue qu'elle avait été interrogée sur Marcel Pagnol. Moi, me demandez pas sur qui j'étais interrogé lors de mon bac français. Je vous le demande. Pas, mais je me rappelle plus du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a un attachement des Français à la figure de l'œuvre de Marcel Pagnol. Il est au-delà de l'écrivain ou du cinéaste ou du romancier. Il fait partie de la famille de tous les Français. C'est un peu soit le grand-père de tous les Français, soit le petit enfant que nous avons tous rêvé d'être. Voilà, il y a quelque chose de l'enfance et de la bienveillance familiale. Et en plus, c'est quelqu'un qui, politiquement, on évoquait cette anecdote, on lui confie, pendant la guerre, son comportement est irréprochable, on lui confie la commission de contrôle de savoir qui on garde et qui on garde pas. Il réunit, j'allais dire, tous les acteurs, les auteurs importants autour de lui un jour, il leur dit qui a pris position contre les Allemands, qui a gardé les Juifs. On lui répond personne et lui dit on dissout l'Assemblée, on ne se reverra pas. Oui, c'était lorsqu'il était président de la SACD en 1944, donc pour apaiser un peu la situation. La SACD le nomme président et il y a un comité d'épuration qui se réunit et beaucoup d'auteurs ont des dossiers les uns sur les autres. Tout ça est un peu sale, quoi. Et Marcel dira, oui, voilà, effectivement, que tous ceux qui ont fait acte de résistance ou sauvé des Juifs autour de ce bureau lèvent la main. Personne n'a levé la main. Il a dit, c'est la première fois et la dernière fois que nous nous réunissons. C'était un homme épris de liberté et le monde auquel il croit est un monde de liberté, alors d'initiative, de courage, de responsabilité, de dignité et de dignité. C'est la dignité, moi, qui me choque, qui me saute aux yeux quand je regarde ces films ou que je lis ces livres. Tous ces hommes sont dignes, quelle que soit leur position, quel que soit ce qu'ils affrontent comme événement dans la vie. Ils veulent rester dignes, ils veulent rester debout, ils veulent rester droits, ils veulent avancer. Qu'est-ce que vous avez écrit, Nicolas Pagnol, en ce sens pour rappeler justement le témoignage de votre grand-père? Il y a un ouvrage parmi d'autres? Il y a beaucoup d'ouvrages. J'ai publié aux éditions Robert Laffont l'intégralité de sa correspondance. Alors avec Rému, Cocteau, document Corda, passionnant, je suppose. Extraordinaire, même avec Cary Grant ou William Wyler et il avait un carnet d'adresses prodigieux. Mondial. Le monde venait à Pagnol. Pagnol ne bougeait pas de chez lui. Il disait d'ailleurs l'universel, on l'atteint en restant chez soi. Le monde venait à Pagnol. Et aussi un très beau livre aux éditions Flammarion qui s'appelle Marcel Pagnol. Voilà, c'est un beau livre. Ces poèmes d'enfance qu'il écrit au décès de sa mère, aux éditions Michel Lafon, le livre de la nature, très joliment illustré par Barbara Brun. Quand il est derrière le cercueil, qui dit, je tenais le petit Paul par ma main qui aura une barbe qui va mourir et Lily qui perdra la vie, sera traversée par une balle en 1916. Ouais. On invite évidemment nos auditeurs à lire la trilogie quadrilogie. Gloire de mon père, château de ma mère, tant des secrets et tant des amours, n'oublions pas. Tout à fait. La trilogie marseillaise à revoir ou à réécouter, et puis tous les autres chefs-d'œuvre cinématographiques. En tout cas, pour les enfants, lisez du Marcel Pagnol, ça vous donnera du baume au cœur et vous comprendrez la France qu'on aime et laquelle on est attaché. Merci Nicolas Pagnol d'avoir été parmi nous. Je n'écarte pas le fait de vous recevoir parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire et vous avez surtout sensibilisé les auditeurs de Sud Radio. Quant à nous, je vous dis à demain pour une nouvelle France dans tous ses états. Et là, nous vous laissons dans les bras charmeurs de Brigitte Lahaie. À bientôt. Sud Radio.